Selma Bargache. C'est d'ailleurs le seul film marocain en compétition à cette 26e édition du FESFACO. Selma Bargache est avec nous. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien, merci de venir également partager avec nous les émotions, mais aussi la compréhension qu'on peut avoir de votre œuvre cinématographique. Indigo, c'est l'histoire de Nora, oui. 13 ans, et qui finalement a eu des démêlés et elle se replonge dans une affaire de voyance, comme on en voit un peu partout en Afrique, et comme quoi les cultures sont transversales. Et finalement, à partir de là, la caméra nous montre des questions qui se rattachent à notre quotidien, des questions qui se rattachent à notre vécu social. Et pour vous, les thématiques sociales sont importantes. Oui. Alors déjà, une petite précision par rapport au titre Indigo. Donc Indigo, c'est la couleur bleue. Et c'est en fait une médium qui a donné ce nom à des enfants qu'on appelle les enfants indigo, parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une aura autour d'eux qui était de couleur bleue, d'enfants doués de clairvoyance. Exact. Donc voilà, indigo, c'est les enfants doués de voyance. Et oui, bon, bien sûr, je suis très attachée aux thèmes sociaux. Et donc dans ce film, je traite d'un sujet qui est tabou, qui est celui de l'enfance, qui est laissé pour compte un peu dans la mesure où quand il y a des enfants qui ont des capacités comme ça un peu paranormales, c'est des enfants qui sont rejetés. Et ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes dans des cultures, dans toute l'Afrique, qui sont très portées sur la sorcellerie, la voyance et tout ça. Mais dès qu'il y a des proches qui ont cette capacité-là, ils sont rejetés parce qu'on a peur de cette hypersensibilité, de ces choses. Okay. Et donc, Selma Bargache est là. Si vous avez des prévues, juste devant, je lui donne mon micro. Alors, merci à Selma Bargache pour son film. C'est le seul Marocain, je parle du film, qui est en compétition pour le Yenenga. Alors, il y a plusieurs thématiques qui se dégagent à travers votre film. Et on a la question de l'immigration qui revient. Alors, la petite qui est, entre guillemets, abandonnée par ses parents, qui se retrouve en Australie. Alors, est-ce que vous avez le même entendement de ce mot-là, cette lexie, au Maroc? Parce que la question de l'immigration, est-ce que ça pose d'autres problèmes? Comment vous expliquez, comment vous entendez ce mot-là au Maroc, le Maroc qui est, entre guillemets, ici aussi une zone de transhumance. Voilà ce que je voudrais savoir. Pouvez-vous me donner votre définition de l'immigration? Parce que je n'ai pas bien saisi. Immigration, parce que les parents abandonnent la fille et se retrouvent tous les deux en Australie, n'est-ce pas? C'est pas ce qui c'est pas la grande thématique du film comme ça. Mais je voulais que vous me définissiez ce mot immigration chez vous. Qu'est-ce que vous entendez par immigration chez vous? Ben, en fait, c'est pas le sujet principal du film, mais bien sûr. Voilà, je veux dire que la mère qui inconsciemment culpabilise sa fille d'avoir tué son enfant et culpabilise aussi sa fille aussi inconsciemment du fait que le père n'ait pas supporté cette situation et qu'il soit parti vivre en Australie pour pouvoir se libérer de ce drame. Voilà quoi, parce que ce mot d'immigration me dérange, parce que nous on l'emploie pas dans ce sens. Pour nous l'immigration c'est des personnes qui partent de notre pays pour aller vivre dans un autre pays, mais dans une volonté d'aller travailler ailleurs, de vivre ailleurs. Or là, c'est pas vraiment le propos quoi. Donc cet enfant est abandonné. Oui, elle est abandonnée mais parce que elle est
quelque part, on la culpabilise de ce drame, et c'est pas dit en plus, c'est dans les non-dits. Et c'est justement tout le sujet du film, parce que c'est quelque part, elle vit une sorte de quête initiatique pour pouvoir aller au fur et à mesure découvrir cette vérité sur elle-même et aller puiser au fond de sa mémoire un drame qu'elle a vécu, qu'elle a oublié, et qui est revécu au fur et à mesure avec cet enfant qui est le petit garçon, qui est son frère, donc, et qu'elle a reconstruit dans son imaginaire. Comme le font les enfants, quoi. Ils ont des jeux avec des enfants imaginaires, et voilà. Et lui et elle, un peu cet enfant, c'est son guide qui l'amène justement dans cette quête pour qu'elle puisse arriver à cette vérité enfouie en elle. Bonjour, Olivier Roger de RFI. Je voulais vous demander comment vous avez trouvé votre actrice qui interprète le rôle de Nora, Rim Ketani, je crois, son nom. C'est ça. Comment vous avez fait vous avez fait passer un casting? Vous avez eu beaucoup de jeunes filles. Est-ce qu'elle sortait d'un centre de formation? Est-ce que c'est juste une jeune casalaise comme les autres? Voilà, je voulais que vous nous parliez un peu de Nora. D'accord. Merci. Alors donc. Il y a eu à peu près une année, puisqu'on a eu du retard pour pouvoir tourner le film, parce qu'à chaque fois c'était reporté, donc j'ai eu cette chance finalement de pouvoir avoir une bonne préparation du film, et donc j'ai pu prendre le temps aussi de faire le casting. Donc j'ai passé plus d'1 an à faire un casting pour trouver les enfants. J'ai vu beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants qui surjouaient, qui n'étaient pas dans le juste, et puis il est arrivé cette petite fille qui s'appelle Rim Ketani, et qui est un peu un rayon de soleil, elle est magique. Et dès la première seconde où elle est arrivée, je savais que c'était elle. Parce qu'elle avait cette émotion déjà contenue en elle, qu'on pouvait déceler dans son regard, dans son attitude. Et donc je lui ai fait passer un essai, et dans l'essai, elle ne donnait pas les choses que je voulais, parce qu'elle avait été déjà conditionnée par ses parents qui lui avaient dit de faire comme ci, comme ça. Je lui ai dit, écoute, tu oublies tout et tu vis une situation comme tu l'aurais vécu toi, pas comme si tu jouais une pièce. Et là, elle s'est mise à pleurer, c'était très très fort. Donc pour moi, ça y est, je voulais même plus continuer le casting, c'était terminé, c'était elle. Et elle n'a jamais rien fait avant, c'est son premier long métrage. Elle a fait quelques pubs, c'est tout. Et bon, donc dans ce sens, elle avait un peu, elle était accoutumée à la caméra, mais on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire que j'ai pris des scènes avec elle, pas toutes, et j'ai voulu. En fait, j'ai discuté avec elle pendant très longtemps pour voir quels étaient ses points sensibles et quelles étaient les choses qui la touchaient, quels étaient les drames qui étaient arrivés dans sa vie, qui lui étaient arrivés, qui pouvaient un peu sortir cette émotion-là. Et puis après, j'ai fait la même chose avec le petit garçon. Et puis ensuite, je les ai fait rencontrer tous les deux. Et puis c'est avéré qu'ils ont des histoires parallèles qui sont similaires. Et ça a été aussi un cadeau du ciel. Ce qui m'a permis aussi de faire que chaque enfant puisse faire sortir l'émotion de l'autre enfant au moment où je le voulais, quand moi je n'y arrivais pas. Et après, le challenge, c'était que quand on est dans le tournage, pendant le tournage, c'était d'avoir une équipe, une ambiance très très détendue, que les enfants puissent s'y trouver un peu comme un jeu, et qu'ils puissent vraiment, parce que Nora porte le film, elle est là pendant tout le film, donc il fallait qu'elle puisse tenir sur la longueur, et donc il fallait que ce soit vraiment un jeu, il fallait qu'elle ait du plaisir à être avec tout le monde. Et ça a été super, ça a été une très très belle énergie d'amour, c'était un tournage magnifique. Mais ce qu'il fallait faire aussi, il fallait leur faire prendre conscience, c'était que, arrivé au moment où on allait tourner, il fallait oublier tout ça pour pouvoir retrouver la tension qu'il y a dans les scènes. Et là, ils l'ont parfaitement compris. Et donc, à partir du moment où ça a été compris, après ça a été un plaisir de tourner avec ces enfants.
J'ai déjà le micro, donc je vais voler la parole. Abraham Bailly, félicitations pour votre film. J'ai vraiment apprécié, j'ai aimé, pour dire la vérité. Alors, la question que je vais poser, elle va à peu près dans le même sens que Olivier. Les enfants, est-ce que vous avez tourné en période scolaire? Est-ce que c'est pendant les vacances? Comment vous êtes arrivé à gérer le calendrier de ces enfants par rapport au calendrier du tournage? Quel était le partenariat avec la famille des enfants? Comment vous êtes arrangé pour tout cela? Merci. Alors, merci pour cette question. Donc les parents, bien sûr, alors voilà, c'est très important. Les parents, on leur a donné le scénario. On leur a dit, voilà, il va y avoir des scènes difficiles. Vos enfants vont devoir faire ceci, cela et tout. Est-ce que ça vous dérange pas? Déjà, ça, c'était très important que les parents acceptent. Ensuite, on leur a dit, il ne faut rien raconter. Moi, j'ai tenu à ce que les enfants ne connaissent pas l'histoire. Donc, ils n'ont pas eu le scénario. Et la consigne était que toute l'équipe ne raconte pas le film, pour ne pas qu'ils soient perturbés par l'histoire. Parce que, comme c'est une histoire qu'on doit, à la fin, relire, donc il ne fallait pas que ça les perturbe. Et donc ça a été une chose. Ensuite, on a tourné dans une période de vacances, mais aussi une période scolaire, avec l'accord des parents. Ils avaient des amis qui leur amenaient les cours, et donc voilà. Il y a l'autre qui a demandé la parole. Bonjour Selma, j'ai deux questions à poser. La première, c'est rare qu'on trouve une réalisatrice dans le cinéma africain, un débat, parce que c'est très rare. Il y a peu de cinéastes africaines avec qui on peut, qui font des films premièrement, et puis avec lesquels, heureusement, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir deux cinéastes, la burkinabé et la marocaine. Alors, comment une femme en Afrique travaille dans des conditions qu'on connaît? La deuxième question, vous avez travaillé presque, je saisis l'occasion que Kahina Ataya, la grande dame du cinéma tunisien, est présente avec nous, pour dire que vous avez travaillé avec presque la même équipe que dans le premier film, notamment avec les Tunisiens, avec les Tunisiens à l'image et au son. Pourquoi? Alors, moi, ça fait très longtemps que je suis dans le cinéma, puisque j'ai commencé en 97 et j'ai fait donc beaucoup d'assistanat, ce qui m'a permis de connaître tous les professionnels du cinéma, les techniciens, et ça c'est très très important, parce que dans un film il faut savoir bien s'entourer, et que c'est même primordial. Et ce que je me suis rendu compte pendant mes années d'assistanat, que souvent les réalisateurs n'étaient pas bien entourés, et que des fois ça retentissait dans l'image, et qu'on le voyait, et qu'on s'en rendait compte dans l'image. Donc j'ai toujours eu la chance d'être parfaitement respectée. Je veux dire qu'à la limite, on est même plus respecté que les hommes, parce qu'on est très très peu de femmes. Et en général, les femmes sont elles veulent faire mieux pour pouvoir prouver, pour dire qu'elles sont capables aussi, parce qu'on a malheureusement voilà, cette obligation inconsciente. Donc on travaille plus que les hommes, c'est vrai, dans le sens où on veut prouver. Et ça, on se fait respecter pour ça, parce que comme les gens voient qu'on est vraiment discipliné, qu'on est pointu, et ben ils le deviennent aussi. Du coup, on a ce répondant aussi au niveau de l'équipe, et l'équipe réagit de cette façon-là. Alors pour moi, ça a été un vrai bonheur, ce tournage. Vraiment, le tournage, c'était juste... On avait envie de continuer, c'était magnifique. Par contre, la post-production, c'était très difficile, parce que là, ça a été le contraire. Là, j'ai rencontré des gens qui étaient envieux, qui étaient jaloux, parce qu'ils auraient voulu faire ceci ou cela. Donc, ça a été dur, ça a été un peu difficile. Et voilà, donc, mais sinon, on a les mêmes chances que les hommes. Et moi, je pousse les femmes venir vraiment, c'est très très important que les femmes prennent la caméra, qu'elles racontent leurs histoires, qu'elles racontent leur perception du monde, parce qu'il n'y a pas qu'une seule perception, il y a deux perceptions.
je veux dire, il n'y a pas une sensibilité féminine, parce qu'un homme peut avoir une sensibilité féminine, un homme ou une femme une sensibilité masculine et tout, mais on a des histoires différentes par rapport à notre vécu, et donc c'est important que les femmes viennent et le racontent et témoignent avec les images, et je leur dis que si elles se donnent les moyens, eh ben, elles peuvent y arriver, autant que les hommes. La seule chose qui est encore qui est vraiment difficile, c'est la visibilité. On a encore beaucoup de problèmes au niveau de la. Enfin, c'est pas évident d'avoir une grande visibilité parce que bon, il y a beaucoup d'hommes cinéastes qui font beaucoup. Il y a beaucoup de très beaux films, donc il y a une grande compétition. Il y a de plus en plus des aides qui sont très sélectives, et puis il faut que vous puissiez, vous, que votre scénario, que vos histoires correspondent un peu à la vision de ceux qui vont vous donner les aides. Donc quelque part, il faut vouloir être accepté d'aller dans la vision de l'autre. Moi, ce qui n'est pas mon cas, je fais pas de concessions, c'est-à-dire que je vais pas chercher de l'aide et si on me dénature mon scénario. Mais beaucoup font ça pour pouvoir avoir des aides. Et les aides, après, permettent aussi d'être dans des grands festivals, puisque c'est comme ça que ça se passe maintenant, c'est l'industrie du film. Et c'est ça qui est difficile, en fait. Donc il faut savoir si on rentre dans le jeu, comment on rentre dans le jeu, comment jongler avec tout ça, comment naviguer. Et voilà. Mais ça, on l'apprend sur le terrain, on l'apprend en le faisant. C'est un parcours du combattant pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. Et la deuxième question, c'était ? Oui, alors là, l'équipe, pour moi, c'était très important, surtout sur ce film, parce que c'est une sorte de drame psychologique. En même temps, il fallait garder le côté onirique. Et il fallait que je sois entourée d'une équipe qui me connaisse, avec laquelle je n'ai pas besoin vraiment de pouvoir à chaque fois... parce que c'est épuisant, un tournage. Il faut dire, il faut expliquer, il faut que vraiment chacun puisse comprendre que la vision du réalisateur pour qu'on puisse tous faire le même film. Donc c'est vraiment un grand travail de communication. Et donc Fawzi Thabet, déjà c'est un ami parce qu'elle a travaillé sur mes courts-métrages. Et moi, je donne beaucoup d'importance au son. Dans tous mes films, que ce soit L'Ascenseur ou que ce soit La Cinquième Corde ou Indigo, encore plus que les autres. Malheureusement, ça n'a pas bien été vu hier à la salle du Ciné Burkina parce qu'il y a eu, je sais pas, au niveau de la projection, pas du film, mais de la salle et tout, un problème de son. Donc on n'a pas bien perçu, mais les détails sont très importants. Les détails sonores sont très importants, autant que l'image, parce qu'ils racontent aussi quelque chose d'autre. Voilà, donc c'était... Fawzi me connaît, moi je le connais, donc on va plus vite, on arrive à travailler plus en profondeur, et là c'est un sujet qui va dans une très grande profondeur. Il faut pouvoir... C'est aussi un sujet qui va chercher dans la subtilité, et il fallait que je sois avec des personnes qui puissent me connaître, et pouvoir être capable de subir de comprendre cette subtilité pour pouvoir aussi m'aider à la retranscrire dans l'image et dans le son. Bonjour. Bonjour. Bonjour Selma. Rachid Naïm, en fait, je suis en fait dans le jury de la critique cinématographique, enfin de la Fédération africaine de la critique cinématographique. Donc en fait, je vais essayer de parler sans évoquer entre guillemets mon point de vue personnel sur le film, et pour rediriger un tout petit peu le débat, parce que d'abord bravo pour la direction d'actrice. Khouloud est vraiment exceptionnelle dans le film. Et le film lui-même, en fait, c'est une radioscopie finalement sur la fameuse trilogie finalement thématique. C'est la mort et son rapport avec la religion et la superstition. Et c'est un rapport vraiment subtil, dans la mesure où vous présentez presque tous les points de vue sur ce rapport. Et donc finalement, en fait, on n'est pas dans... Même, je crois, en tant que spectateur, je dirais, et j'ai senti aussi hier ça dans la salle, on n'est pas dans le jugement de valeur. C'est-à-dire, vous ne jugez ni le rapport de la religion face à ce drame lié à la mort, ni le rapport que vont effectuer finalement les protagonistes en cherchant la superstition, enfin, je veux dire, les marabouts, les frais, etc. Et donc, c'est dans ce sens, il y a un équilibre. Et donc, je ne sais pas, en fait, si c'est un rapport, je dirais,
personnel, c'est-à-dire vous-même vous pensez un peu comme ça, ou bien vous laissez en fait vos personnages évoquer et le ressentir? Mais le film traite aussi de la différence, puisque c'est l'histoire d'une enfant qui est différente, qui est rejetée par le système éducatif, qui est un système en plus défaillant. Elle est rejetée par ses proches parce qu'ils ne la comprennent pas et qu'ils ont peur tout simplement. Et parce que quelque part aussi, il la culpabilise inconsciemment. Donc ça traite de cette enfance qui est mise de côté, de cette innocence. Et je ne peux pas parler d'un sujet où on est... C'est-à-dire qu'un sujet aussi de la différence, où il y a une personne qui voit les choses, qui a une perception du monde qui est autre que celle des autres, et en même temps, moi, imposer la mienne à l'image et au spectateur. Je veux dire que j'ai essayé de laisser le plus de liberté aussi à la perception du spectateur par rapport aux différents points de vue, aux différents aspects du film. Mais quand même, je parle de 4 mondes, puisqu'il y a le monde traditionnel qui, lui, traite des sorciers, de la sorcellerie, de la voyance, voilà, des traditions, des mentalités. Je parle aussi du monde moderne, mais qui est un peu de plus en plus axé sur l'ego et sur les problèmes qui font que les gens sont décentrés par rapport aux choses essentielles. Et du monde spirituel qu'on expulse de plus en plus de nos sociétés, alors que cette spiritualité est devrait être le fondement même de l'humanité, et que si on doit plutôt penser à la nourrir, à l'aimer et la soutenir et tout, pour que puisse vivre une plus grande humanité, on doit même la protéger, et de plus en plus on se rend compte que dans cette société on est en train de l'expulser. Et il y a aussi ce monde qui est le monde de l'imaginaire, qui est le monde de Nora, et qui est un monde important, parce que finalement nous tous, nous vivons dans nos imaginaires. Finalement nous tous, nous avons la perception d'un monde qui nous appartient, c'est-à-dire que moi, ma vision du monde ne peut pas être la vôtre, elle ne peut pas être la vôtre non plus, ni la vôtre non plus, parce que nous avons des expériences de vie différentes, nous avons nous sommes nourris différemment, culturellement, par rapport à l'éducation, beaucoup de choses et tout. Donc nous ne voyons pas les choses de la même manière. Par exemple, là, dans cette salle, vous voyez des choses que moi je vois pas, et moi je vois des choses que vous voyez pas. Et donc je peux pas imposer. Voilà. Écoute, moi en tout cas je te félicite franchement, parce que je trouve que depuis avec ton film, je trouve que tu as dépassé un cap dans le sens où la présentation de ta problématique, je peux, parce que j'arrive pas à la voir. Voilà, au niveau de ta problématique, je trouve que tu l'as abordée d'une façon tellement, presque à la limite au niveau de l'eau. Quelque chose qui coule. Et ça, c'est une vision qui est extrêmement nouvelle dans la cinématographie africaine, en tout cas la nôtre. Jusque-là, c'est toujours passé par de la dramaturgie extrêmement grave, avec de grands clashs, etc. Mais toi, tu as mis vraiment la barre à un niveau qui nous a permis de dépasser une cinématographie. C'est en ce sens où je dis que tu as dépassé un cap. Cette petite qui est en réalité, c'est le problème du paranormal. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, beaucoup plus que relié à un phénomène qui était antérieur dans sa vie, mais qui l'a peut-être façonné. Mais à mon avis, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin, parce qu'il ne s'agit pas simplement de l'imaginaire d'un enfant. Il s'agit de tout ce qui n'a pas été exploité jusqu'à aujourd'hui, sauf par le biais des frires, par le biais de la cérémonie qui, à la limite, n'était peut-être pas, selon moi, pas vraiment l'espace dans lequel elle pouvait évoluer, en tout cas n'est pas nécessaire, mais en même temps, le fait de présenter et d'introduire ces 3 degrés d'exposition m'a permis de comprendre qu'il y a vraiment moyen de voir autrement la cinématographie que par le fait de passer par toutes ces traditions obligatoires, mais qui sont sous-jacentes en définitive. En tout cas, moi j'ai trouvé que le traitement par rapport aux 3 générations, il y a 3 générations dans le film, qui sont extrêmement intéressantes, féminines, et qui sont très diversifiées. La petite représente pour moi un avenir.
Et c'est cet avenir qui, pour moi, est le plus fondamental et sur lequel on peut travailler. Parce que paranormal, c'est vrai, mais le paranormal est façonné aussi par une vision autre du monde, qui va nous amener probablement à regarder différemment. D'où l'intervention du son dont tu parlais, puisque tu as travaillé avec Fawzi. D'abord, l'univers extérieur, cet orage permanent, mais qui en réalité est l'orage qu'il y a dans le corps de la petite, qu'il y a dans la tête de la petite. Peut-être qu'à la limite, le couple qui m'a le plus dérangé, c'est le couple qui est ordinaire, en définitive, du monsieur, qu'on connaît singulièrement un peu trop peut-être dans nos pays, et de sa relation avec cette fille qui est extrêmement libre. Mais j'ai adoré la vieille qui était en face, la voisine, et qui finalement peut-être était très proche de la petite, parce qu'elle-même, devait être animée par une sorte d'envie de paranormal, en tout cas de la compréhension, et qui était peut-être beaucoup plus en avance que ce qu'il y avait autour d'elle. Ce qui m'a par contre un peu intriguée, je ne suis pas arrivée à le comprendre jusqu'à maintenant, c'est cette image du père récurrente qu'on voit dans l'eau, assis sur une valise, et puis qui plonge en définitive. Peut-être que c'est lié à la fin, parce que la démarche de la petite, elle n'est pas uniquement liée au frère. Elle est liée à sa propre démarche intérieure. Comment arriver à récupérer l'amour de sa mère? Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je pense que c'est très important, mais cette image-là, bon, elle est récurrente dans le film. Est-ce que vraiment c'est ça? Parce que la petite, par le biais du Skype, a un autre rapport avec le père qui, à un moment donné, demande si sa fille est là. Dans l'image du Skype, qui était très belle, hein, mais la mère étouffe. Voilà. Oui, donc par rapport à l'image du père, c'est la vision de l'enfant, en fait, ça représente un peu sa mémoire enfouie, c'est sa recherche de cette vérité dont je parlais tout à l'heure, pour pouvoir accéder à la vérité qu'elle va avoir à la fin et de comprendre ce qui était vraiment arrivé et qu'on découvre à la fin. Et donc, elle l'a en forme de vision, et elle l'a en forme aussi parce que son père vit loin, il est en Australie, donc il est en voyage, donc c'est symbolisé par la valise, mais il est dans des inondations. À un moment, il le dit, qu'il y a un problème de communication parce qu'il y a des inondations, donc c'est ça qui est un peu symbolique par rapport à la vision qu'elle a, mais c'est aussi toute c'est-à-dire que le lac un peu représente un peu le lac représente un peu notre subconscient, notre inconscient, les profondeurs de notre âme, et quelque part, à chaque fois que le père plonge, elle, c'est comme si elle cherchait quelque part en elle. Et on a la première fois quand il tombe, il est assis simplement. La deuxième fois, il tombe dans l'eau. C'est comme si elle avait réussi un peu à aller jusqu'au fond, jusqu'au moment où elle arrive au barrage, et que le père tombe, et c'est que c'est le petit garçon qui ressort. Parce que on a le petit garçon qui ressort de l'eau, voilà. Donc, mais c'est parce que c'est compliqué quand quelqu'un a des visions, et c'est pas forcément des visions claires, c'est des visions qu'il faut décoder, c'est ce que racontent les gens qui voient des choses ou qui ont des flashs et donc elle, ça se manifeste de cette façon à elle. J'ai essayé d'être le plus proche possible de ces personnes qui ont cette perception. Parfois, juste deux questions là. Ok, bonjour. Bonjour. Ok, d'abord je vais vous féliciter pour ce film. Ok, ma question concerne la situation de la femme au Maroc. Est-ce que les femmes ont cette liberté-là de réaliser un film? Est-ce que vous avez eu des difficultés avec, comme c'est un pays musulman? Non, mais il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que j'ai pu faire mon film, et c'est mon deuxième long. On est quand même un certain nombre de réalisatrices au Maroc. D'année en année, il y a de plus en plus de réalisatrices. Dans les années 80, 90, il y avait 2 réalisatrices. Maintenant, on est arrivé à peu près à 18 entre les longs et les courts-métrages. Les longs-métrages, il y a à peu près 10 réalisatrices qui sont actives. Donc, on a une cinématographie quand même qui encourage la femme. Et on est un pays quand même qui encourage la femme. Là, je dirais, il y a une volonté politique et tout pour que, malgré les mentalités, malgré les traditions, il y a on met beaucoup d'espoir en la femme, mais encore beaucoup de travail à faire, parce que
il y a tellement de choses qui sont restées ancrées dans les traditions, dans les mentalités, que c'est difficile d'en venir à bout. Ce qui est difficile dans les films, c'est pas de faire les films, mais c'est de raconter les histoires comme on a envie de les raconter. C'est-à-dire que il y a des sujets, par exemple, qui sont, si on veut, par exemple, parler de sexualité ou parler de religion, mais de façon pas propre, quoi. Ben là, on aura du mal, parce que ça va pas. On va pouvoir le faire un peu comme le film aussi de Nabil Ayouch, qui a eu une réception assez difficile au niveau du public, pas au niveau des professionnels, mais au niveau du public, parce que il a commencé parce que il a raconté, il s'est donné la liberté de traiter un sujet qui est quand même celui de la prostitution. Donc des sujets comme ça sont difficilement abordables, mais on essaye d'y aller, on essaye, et puis il y a beaucoup de réalisateurs qui, je pense qu'on va y arriver, et on a déjà on a quand même une liberté, et on a des lignes rouges, mais je pense que certains réalisateurs arrivent là à les dépasser, et que au fur et à mesure on va fracasser ces barrières, et c'est très important, parce que c'est que comme ça qu'on va permettre, parce que moi je crois au pouvoir de l'image, je crois que le cinéma peut changer les choses, et je pense que si on permet avec l'image, avec le cinéma, de pouvoir fracasser un peu les codes sociaux et tout, on va peut-être sûrement contribuer beaucoup à faire changer les mentalités. J'ai l'impression qu'elle a déjà répondu à ma question, mais je la pose quand même. Au fait, je voulais savoir, vu que le sujet est un sujet tabou, est-ce que vous avez rencontré des obstacles liés à la nature même de votre thème? Alors j'ai eu au niveau de, c'est-à-dire que quand j'ai écrit le scénario, j'ai donné le scénario à lire à quelques personnes, et là j'ai eu des personnes qui m'ont dit: oh mais tu peux pas parler de ce sujet parce que ça n'existe pas dans la religion, tu parles parce qu'il y a c'est ça, moi j'ai voulu laisser la liberté au spectateur de voir cet enfant comme il avait envie de le voir. C'est-à-dire, est-ce que c'est un enfant imaginaire? Est-ce que c'est un enfant qui revient d'entre les morts? Ou est-ce que c'est l'inconscient de la petite fille qui ressurgit? Et ceux qui l'ont vu comme un enfant qui revient d'entre les morts n'ont pas pu l'accepter par rapport à la religion. Parce que chez nous, au niveau de la religion, quand on meurt, il n'y a pas de réincarnation, c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que les morts ne peuvent même pas revenir et dialoguer avec les vivants. Donc, en ce sens, au niveau du scénario, oui, j'ai eu des personnes qui étaient très réticentes. Mais la projection du film, ça n'est que la deuxième, puisqu'il est passé à Kouribga et là, il est passé au FESPACO. Le film est très, très, très récent. Et j'attends vraiment avec impatience la réaction du public marocain. D'accord. Moi, je pose peut-être une question rapide qui n'a rien à voir avec son film. C'est vrai qu'elle et moi, on a eu des échanges. Alors, en 97, quand vous faisiez votre doctorat de 3e cycle sur le statut de la femme dans le cinéma marocain, le statut de la femme marocaine dans le cinéma, ça c'était en 97, lorsque vous faisiez votre thèse à la Sorbonne. Aujourd'hui, après 97, nous sommes en 2019, quelques années plus tard. Est-ce que c'est le même statut que vous présentez lors de dans les fruits de vos recherches, ou bien il y a un grand écart entre 97 et aujourd'hui sur le statut de la femme professionnelle de l'image au Maroc? Mais il y a un très grand écart, forcément. D'abord, à l'époque, il y avait beaucoup on avait un cinéma qui était très social, et on n'avait pas la diversité qu'on a aujourd'hui. On avait un traitement sur la femme parce que c'était les questions. Il y avait beaucoup de réalisateurs qui traitaient sur la condition de la femme, mais qui la traitaient avec la condition qui existait à ce moment-là de la femme. Donc aujourd'hui, forcément, les conditions de la femme ont changé. Forcément, l'image qu'on a au niveau des films est différente. En plus, il y a beaucoup plus de réalisatrices. Il y a beaucoup plus. Oui, ça a beaucoup évolué. Voilà, donc on va s'arrêter là, Selma, pour cette discussion autour de votre film Indigo, que personnellement j'ai beaucoup aimé, surtout sa poésie, parce que la caméra nous raconte une histoire, mais au-delà de l'histoire, quand on prend les dialogues, c'est vraiment que de la poésie. Et j'aurais aimé peut-être
ceux qui comprennent arabe, s'ils comprenaient le truc d'origine, ça allait être très intéressant. Merci d'être venu. Merci Voilà. à vous.